L'ornithorynque, l'ange gardien des Turcas. Laissez-moi vous raconter la vraie histoire sur la fondation de la ville d'Amos. Aussi farfelu que cela puisse paraître, le tout a débuté par la rencontre de trois espèces jalouses l'une de l'autre, mais astucieuses et déterminées à trouver une solution. Il s'agissait d'un canard, d'un renard et d'un castor. Le canard rendait le renard et le castor jaloux par son habileté à nager grâce à ses pattes palmées. Le castor, quant à lui, avait quelques atouts intéressants aussi. Sa longue et large queue, ainsi que ses dents affilées, sont très utiles pour abattre des arbres afin de construire des abris. Pour le renard, c'était plutôt des qualités psychologiques que physiques, soit sa ruse et aussi sa rapidité à pouvoir réagir. C'est alors qu'ils se lancèrent dans un projet qui allait prendre 3 années avant d'être réalisé. Ils décidèrent de se lancer dans la création d'un croisement entre les 3 animaux afin d'obtenir un animal qui aurait les qualités enviées de chacune des 3 espèces. C'est alors qu'ils partirent à la recherche de l'endroit parfait pour le projet. Leur choix s'est arrêté sur une région isolée en bordure du fleuve Saint-Laurent. La première année, ce fut le canard et le castor qui s'accouplèrent. Le résultat fut un animal qui disparut de la nature après seulement une décennie d'existence. Lors de la 2e année, ce fut le renard et ce croisement étrange. De cela est né ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'ornithorynque. Dès sa naissance, l'ornithorynque était un animal assez capricieux et il n'appréciait pas l'environnement pollué par la drave dans lequel il était né, ce qui l'a poussé à se lancer à la conquête d'un milieu plus propre et où il y a moins ou pas de pollution. Il prit donc la direction du nord du Québec, une région qui lui semblait être la région par excellence où s'installer. Son but étant de trouver de l'eau pure et non polluée, il était réjoui de constater que plus il se dirigeait vers le nord, plus l'eau se purifiait. Les forêts, quant à elles étaient de plus en plus vierges, ce qui signifiait qu'il serait assez facile de trouver l'endroit parfait où construire son habitat. Après près de 2 mois de voyage, ils avaient traversé la région, connue aujourd'hui sous le nom du parc La Vérendrye. L'été achevait afin de laisser place à la magnifique saison de l'automne. Plus il avançait vers le nord, plus il constatait que le climat se refroidissait. C'est alors qu'il se dit qu'il serait peut-être sage de cesser son voyage aux abords de la rivière Arikana. Arikana, qui est une déformation de Nanikana, qui signifie en algonquin la voie principale. Ayant hérité de l'intelligence du renard, il eut un pressentiment que ce cours d'eau ne serait pas tranquille bien des années. C'est alors qu'il se choisit un embranchement en bordure de cette rivière. C'est à cet endroit qu'il entama la construction de son habitat, qui allait lui permettre de survivre au climat nordique de l'Abitibi-Témiscamingue. Après quelques mois de repos à rester près de son habitat, le printemps et ses températures plus chaudes se pointèrent le bout du nez. S'ennuyant de voyager et d'explorer, il décida d'abandonner son habitat et de repartir à la conquête de nouveaux endroits. Après un mois de voyage, il découvrit une région avec laquelle il tomba en amour, soit la rivière Louvicourt. Il décida de s'y installer pour l'été afin d'explorer plus en profondeur cette région. Il ne se doutait pas qu'il allait faire la rencontre d'une famille qui, comme lui, cherchait une région où s'installer afin d'y fonder une ville. Cette famille, c'était la famille Turcotte, une famille ayant à cœur l'entraide et le respect de la nature. Mais la raison qui a poussé cette famille à tout abandonner était l'ambition de découvrir une vie meilleure et plus paisible que la vie dans les grands centres, et ce, pour le bien de leurs futures générations. Dans cette optique, ils se lancèrent dans un long voyage à la conquête du Grand Nord québécois. Voyage qui débutèrent dès la fonte des glaces dans les grands cours d'eau. La famille était équipée de 2 canots, d'une hache, d'un couteau, de quelques vivres, ainsi que la viande de leur cheval qu'ils avaient sacrifié, jugeant plus facile de voyager en canot plutôt qu'à cheval. Après 3 mois de voyage éprouvant mentalement et physiquement, ils arrivèrent à la hauteur de la rivière Louvicourt. C'est à ce moment-là, un soir pluvieux, qu'ils aperçurent au loin un animal étrange qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'est alors que le père de la famille Turcotte, un homme courageux qui n'a pas froid aux yeux, décida d'essayer d'approcher cet animal inconnu de tous. L'animal était situé dans une petite clairière.
Afin d'éviter d'effrayer l'animal, il longea la forêt afin de s'approcher le plus possible de la clairière. Une fois rendu près de la clairière, il s'accroupit et se dirigea tout doucement vers l'animal. Rendu à mi-chemin, l'animal fit quelques pas et lança un cri qui glaçait le sang. Le père décida donc de rebrousser chemin et de retourner au campement de fortune. Le lendemain, le père se réveilla avant tout le monde. C'est à ce moment qu'il entendit un grondement. Il crut que c'était l'estomac d'un des enfants qui avait fait ce bruit. Cependant, il entendit le bruit une deuxième fois. C'est alors qu'il décida d'aller voir à l'extérieur du campement. À sa grande surprise, il aperçut l'animal près de l'endroit où il y avait le feu. Il s'accroupit et tenta une deuxième approche. C'est alors que l'ornithorynque fit quelques pas vers l'homme. Le père réussit alors à lui mettre la main sur le dos quelques secondes avant que l'animal se sauve dans la rivière qui était tout près. Dans l'excitation du moment, il s'empressa d'aller réveiller la famille et de leur annoncer la nouvelle. Après s'être calmé, le père ramassa le campement durant le temps que sa femme préparait le repas. C'est alors que l'animal vint se coucher à quelques mètres de la famille qui prenait le repas. Après avoir mangé, les trois enfants se dirigèrent vers l'ornithorynque et le caressa. Le père n'en revenait pas car l'animal ne se sauva qu'après quelques minutes. La famille plia bagages et reprit leur voyage vers le nord. Avant de partir, le père essaya de reproduire le son qu'il avait entendu ce matin. Surprise, l'animal répondit à l'appel par un nouveau son et vint se coucher à quelques mètres du canot. La famille commença à pagayer quand tout à coup l'animal nommé Brutus par les enfants vint créer un sillon devant le canot. Ceci créa un courant qui facilitait l'avancement des canots. Le soir venu, la famille s'arrêta pour la nuit. Durant le temps qu'ils assemblaient le campement, Brutus emmena un poisson près du feu. Puis, il retourna en chercher un deuxième et un troisième. La famille n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Cela resta comme ça et arriva le temps d'aller dormir. Durant la nuit, un autre phénomène se produit. Cela débuta par un hurlement de loup suivi d'un cri de Brutus. Le père sortit la tête à l'extérieur et aperçut Brutus en train d'essayer de faire fuir un loup. C'est à ce moment qu'il se dit que Brutus était comme un ange gardien qui avait été mis sur leur chemin, afin de les aider à survivre dans cette région sauvage qu'était l'Abitibi-Témiscamingue à l'époque. C'est alors que pendant près de 2 mois, ils parcoururent les cours d'eau guidés par Brutus. Brutus les guida jusqu'à un secteur près de la rivière Aricana. Ils arrivèrent dans ce secteur à la fin d'une journée nuageuse. Donc, il n'était pas très évident de voir le magnifique paysage où les avait guidés Brutus. Ils montèrent leur campement temporaire afin d'y passer la nuit, ne se doutant pas de la surprise qui les attendait le lendemain. Comme à l'habitude, le père se réveilla avant tout le monde. Quand il sortit à l'extérieur, il fut épaté par le paysage pur et diversifié qui les entourait. Il eut un coup de foudre pour cet endroit et décida que ce serait ici qu'il allait fonder la ville qu'il projetait de fonder. 1 heure plus tard, la famille se réveilla et le père s'empressa de leur faire part du coup de foudre qu'il avait eu. Tandis que la mère préparait le déjeuner, elle aperçut un canot sur la rivière, qui avait à son bord un adulte et un enfant qui semblaient être d'une origine ethnique différente. Brutus, n'étant pas conscient du danger, alla attirer l'attention du duo. C'est alors que le duo sortit un fusil. Au même instant, un des enfants aperçut la scène et lâcha un énorme cri. Les intrus déposèrent leurs fusils, accostèrent sur la rivière et avancèrent vers la famille. Les membres du duo, qui étaient 2 autochtones, tentèrent de faire la conversation. Cependant, ils firent face à une barrière linguistique. C'est alors que l'enfant qui avait crié se mit à pointer Brutus. Ensuite, il mima une auréole au-dessus de sa tête et répéta cette séquence à 3 reprises. Les 2 Algonquins dirent une phrase dans leur langue et partirent vers leur canot. Le père partit vers eux et un des Algonquins pointa la rivière. Ensuite, il mima le geste de ramer en pointant vers le nord et en dessinant un geste qui semblait signifier aller-retour. Le père les laissa partir, ne comprenant pas vraiment ce qu'ils voulaient dire. Il ne pouvait s'imaginer ce qui les attendait.
Perturbée par ce qui venait de se passer, la famille mangea leur repas et partirent explorer les alentours du campement. Vers le milieu de l'après-midi, l'Algonquin revint au campement des Turcottes. Cependant, au lieu d'être accompagné d'un enfant, il était accompagné d'un adulte. L'adulte était en fait le chef de la bande, et par chance, il parlait le français. Il entama la conversation avec le père Turcotte. Le père expliqua son intention de s'établir ici et de coloniser l'endroit afin d'y fonder une ville. Une ville en respect avec la nature où la pollution est limitée. Le père expliqua ensuite que c'est l'ornithorynque qui est devenu en quelque sorte leur ange gardien, qui les a conduits à cet endroit. Le chef répéta la conversation en algonquin avec l'autre homme, qui comprit alors ce qu'avait voulu exprimer l'enfant plus tôt. Le père et le chef discutèrent pendant près d'1 heure, après quoi le chef leur proposa de venir les chercher le lendemain à l'aube, afin de les présenter à la communauté algonquine. Proposition qui fut acceptée unanimement sans hésitation par la famille Turcotte. Le chef et son partenaire repartirent de leur côté, tandis que la famille se remirent à l'exploration des environs du campement. Le lendemain, la famille se réveilla excitée à l'idée de connaître la communauté, tout en se questionnant sur ce qu'ils pourraient obtenir de cette population. Après avoir déjeuné, la famille se réunit sur le bord de la rivière Arikana et attendit que les Algonquins arrivent. À leur grande surprise, ce ne fut pas un canot qui arriva, mais plutôt 2 chevaux qui tiraient ce qui ressemblait à une charrette. La famille embarqua et se laissa promener, une promenade qui fut très appréciée après les mois d'efforts qu'ils venaient de traverser. Durant le trajet, ils furent répétés par la beauté de les forêts qui les entouraient. Rendus à la communauté, ils se dirigèrent vers un immense tipi où une odeur inconnue capta leur attention. Ils furent touchés lorsqu'ils aperçurent le repas que la communauté avait préparé. Un repas traditionnel des Algonquins. Durant le repas, le chef leur fit une proposition. Il proposa d'échanger leur canot contre 2 chevaux et une charrette. Le père en perdit les mots, étant un homme juste qui n'aime pas profiter des autres. Mais, se rendant à l'évidence que c'est ce qu'il aurait besoin s'il voulait coloniser l'endroit où il avait installé son campement, il accepta. Le chef leur proposa d'aller les reconduire aujourd'hui et de leur apporter les chevaux le lendemain. De retour au campement, en soirée, ils se préparèrent à dormir. Cependant, le père touché par la proposition avait de la difficulté à dormir. Le lendemain, au courant de l'avant-midi, la famille aperçut les 2 chevaux arrivant au loin qui tiraient une charrette recouverte d'une bâche. La famille était intriguée. Lorsque le chef débarqua, il s'adressa au père et lui dit qu'en échange du respect de leur communauté et de leur territoire, il lui faisait plaisir de leur offrir les chevaux et la charrette en guise de cadeau de bienvenue. Après une discussion qui dura 1 heure, le chef partit sur la rivière avec le canot de la famille. Intrigué, le père retira la bâche de la charrette et fut renversé de voir tout ce qu'elle contenait. Il y avait une vieille charrue rouillée, 2 haches et un attelage servant à débusquer les arbres. Il y avait aussi 2 sacs de jute contenant de la corde, des semences et différentes autres petites choses qui pourraient leur être utiles pour coloniser la place qui allait devenir la future ville d'Amos. En bref, dans cette légende, ce qu'il faut retenir principalement, c'est la morale. Pour commencer, il y a les animaux qui n'ont pas eu peur de l'impossible et qui ont créé l'ornithorynque. Ensuite, l'ornithorynque nous a démontré que lorsqu'on a un rêve, il faut s'y accrocher et y croire. Le père Turcotte, quant à lui, nous a montré lors de la première approche de l'ornithorynque que si on respecte la nature nous respectera. La famille Turcotte nous a aussi démontré que lorsqu'on désire quelque chose, même si ça paraît impossible, il faut foncer et y croire. Puis, finalement, les Algonquins nous ont démontré que si on se respecte entre les différences de culture, il y a possibilité de s'entraider. Ils nous ont aussi démontré que parfois, un échange peut paraître disproportionné, mais c'est ce qu'on appelle croire en son prochain. Lorsqu'on reçoit quelque chose qui nous semble être exagéré, il faut se dire que pour l'instant, nous en avons besoin et que lorsque l'occasion se présentera, nous aurons juste à donner au suivant. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de faire face à l'inconnu, car personne ne peut prédire ce que le destin nous réserve.
Finalement, la vraie richesse, personnellement, c'est le respect, l'entraide et croire en demain comme étant un jour meilleur.